Quand j'étais petit, je me disais quand je serai grand, je serai pilote de chasse. Puis quand je suis vraiment devenu grand, j'ai réalisé que je ne rentrerais pas dans le cockpit et en plus que j'étais daltonien. Alors j'ai décidé de voler à une altitude beaucoup plus basse, celle des plantes et des arbres. Et comme j'avais grandi dans la nature, je suis devenu ingénieur agronome. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, je vole à une altitude beaucoup plus basse, carrément négative, puisque je travaille pour cette fondation qui s'appelle Earthworm, qui veut dire vers de terre en anglais, et qui s'occupe de la régénération des sols et des forêts. En 2006, j'ai 29 ans et je suis en Argentine. L'entreprise pour laquelle je travaille produit et vend des engrais. Elle m'a envoyé là-bas pour développer la région. La région, c'est la plaine de Buenos Aires. C'est là toute la province, c'est une sorte de grande plaine qui fait la taille de la France et où on produit du soja, du blé, du maïs, du tournesol. Alors je suis directeur commercial, je suis très fier de mon titre, mais la réalité c'est un peu moins glamour. Je fais 1500 km en voiture par semaine et je vais visiter toutes les petites boutiques qui vendent des produits aux agriculteurs. Des semences de soja et de maïs, OGM, du glyphosate pour aller là-dessus, et moi je vends les engrais. Alors, je suis très content de ma vie en Argentine. J'ai un bel appartement, une voiture de fonction, un bon salaire, et en plus je joue au rugby le week-end. Donc je m'amuse et je me fais plein d'amis. Mais au fond de moi, quand je parcours la campagne pendant la semaine, je m'aperçois bien qu'il y a quelque chose qui cloche, quand je vois ces milliers de litres de glyphosate déversés sur les terres, et quand je vois tout le sol qui part en fumée. En novembre 2006, en plein été argentin, ça fait 2 mois qu'il n'a pas plu, c'est la sécheresse. Je pars pour ma tournée hebdomadaire, et de chaque côté de la voiture, je vois des champs de maïs, avec des épis de maïs qui sont secs sur pied, avortés. Ça veut dire que pendant 1h30, je conduis, et je ne vois pas une seule plante vivante de chaque côté. Pour moi, c'est un déclencheur. Je me dis, je ne peux pas continuer à travailler pour un système qui va dans le mur. Je ne peux pas essayer de gravir les échelons d'une société qui est en train de s'effondrer. Alors qu'est-ce que je fais? J'écris des CV aux grandes ONG environnementales. Plein d'espoir. Je ne reçois aucune réponse. Il faut dire que j'ai pas mal de mots qui tâchent sur mon CV. J'ai entreprise, j'ai commercial, j'ai engrais. Mais il y a une petite organisation qui me répond. C'est une trentaine de personnes en Suisse, ça s'appelle le Forest Trust, c'est ce qui deviendra Earthworm par la suite, et qui me dit, nous on a besoin d'un gars qui parle français, et puis qui sait parler aux entreprises. Je rencontre le fondateur, on se serre la main au bout d'un entretien qui dure 3 minutes, et c'est parti. Tout le monde me dit, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi. Une ONG inconnue. T'es en train de ruiner ta carrière. Mais au fond de moi, je l'aime bien, cette petite ONG. Parce qu'elle n'a pas de préjugés, elle me prend comme je suis. Et il faut croire que l'histoire d'amour continue, puisque 18 ans après, j'y suis toujours, et on est 320 dans le monde qui régénèrent les sols et les forêts. Alors parlons un peu d'écologie et d'environnement, parce que c'est le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on ait une nouvelle sur une crise environnementale ou une catastrophe climatique. Les inondations dans le Nord-Pas-de-Calais, la sécheresse dans le pourtour méditerranéen avec Barcelone qui va bientôt manquer d'eau, ou les feux de forêt. Au Canada, 15 millions d'hectares qui ont brûlé l'année dernière. 15 millions d'hectares, c'est 3 fois et demi la Bretagne. Alors face à tout ça, quelle est notre réaction, la première réaction? Qu'est-ce qu'on fait face au changement climatique? Eh bien, face au changement climatique, on a peur. On a peur et on est anxieux. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui dit que 51% des Américains pensent que le changement climatique, c'est une source d'inquiétude. 29% disent que c'est une grande cause de stress et 10% ont besoin d'un diagnostic clinique. Ça veut dire en gros qu'ils ont besoin d'aller voir un psy. Alors on se dit, bon, c'est une étude, c'est les Américains. Mais autour de vous, combien il y a de jeunes entre 20 et 30 ans qui ont décidé de ne pas avoir d'enfants, par choix, pour ne pas surcharger la planète ou parce qu'ils ne voient pas un futur souhaitable pour ces enfants? Alors on était bien, on avait des petites querelles sur les modèles économiques, mais les turbulences climatiques secouent notre avion. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça secoue? On s'accroche au siège, on se crispe, on a peur. De la peur naît la colère. On a besoin de trouver des coupables, on a besoin de trouver des responsables.
Ils sont tous trouvés. Les entreprises pétrolières, les multinationales, les riches, ceux qui conduisent des 4x4. On est fâché contre eux. De cette colère naît une violence. On a besoin d'exprimer la colère. Donc qu'est-ce qu'on fait? D'abord une violence administrative. On va essayer de contraindre ces acteurs. Les contraindre avec des normes. Les contraindre avec des taxes, avec des interdictions. Après, on passe à l'échelle supérieure. On va à la violence physique. On va jeter de la peinture, on va jeter de la soupe sur les œuvres d'art. Il y a même un agriculteur qui, l'autre jour, s'est fait tirer dessus. Il était en train de pulvériser ses champs de patates. Il a retrouvé les impacts de balles sur son pulvérisateur. J'ai un ami qui s'appelle Julien. Et cet ami, il est en Suisse, à Lausanne. On se voit souvent pour échanger. Il dirige une fondation qui s'appelle la Fondation Octopus, qui s'occupe de la connaissance et de la protection des océans. Alors souvent, on se revoit et puis on se dit « Ouais, comment va le monde? Pas trop bien. » On essaye de se remonter le moral. Et puis l'autre jour, il était un petit peu plus joyeux que d'habitude. Il me dit « Tu sais, Bastien, ça sert quand même à quelque chose qu'on fait. » L'autre jour, j'ai rencontré un biologiste, il me dit, parce qu'il travaille beaucoup avec les biologistes, et les biologistes, il y en a un qui s'occupe des tortues en particulier, qui lui dit « Tu sais, Julien, faut pas t'inquiéter. Les tortues, elles existent depuis 350 millions d'années. Ça veut dire qu'elles ont résisté à tout. Elles ont résisté aux glaciations, au réchauffement, et même à l'extinction des dinosaures, qui était quand même un phénomène assez brutal. Et donc les tortues, c'est une sorte d'espèce sage, c'est une espèce mature, c'est une espèce qui sait s'adapter. Alors que l'humain, dans sa version sapiens, il n'a que 200 000 ans d'existence. Donc l'humain, à l'échelle des temps géologiques, il existe depuis très peu de temps. On pourrait presque dire que l'humain, c'est un adolescent. C'est l'ado de la planète, l'humain. Et qu'est-ce que ça fait un ado? Il y a des parents dans la salle qui savent ce que ça fait un ado? Un ado, ça repousse les limites pour les chercher, pour les découvrir. Ça tâtonne, ça hésite. Un ado, ça se sent invincible. Puis ça ne fait pas trop des trucs raisonnables. Au passage, un ado, ça découvre certaines substances, comme l'alcool, ou parfois d'autres. Et il en abuse. Une soirée le vendredi soir, on se relève le matin, on a mal au ventre, on a mal à la tête, et on se dit plus jamais ça. Et à 4h de l'après-midi, un ami appelle en disant « Tu sais quoi, il y a une soirée ce soir, tu viens ?» La réponse, c'est oui, tout de suite. Et rebelote. L'humain, c'est un peu pareil. On a découvert le gaz, on a découvert le pétrole, qui nous permettait d'aller en vacances le week-end aux Maldives et de revenir, d'amener des petits paquets en carton, produits n'importe où dans le monde jusqu'au seuil de notre porte. On a vu les engrais qui font pousser les plantes plus vite, la chimie qui permet de soigner plus rapidement, et on s'est senti invincible. Pourtant, on a tous les faits en main. Et en 2024, on n'aura jamais extrait autant de pétrole du sous-sol de la planète, et on n'aura jamais construit autant d'avions du sous-sol de la planète, malgré tout ce qu'on sait. Alors, souvent quand on voit ça, on se dit, c'est l'humain le problème. Je suis sûr que vous avez entendu ça, ou peut-être même vous l'avez dit vous-même une fois. C'est l'humain le problème. Mais quand on dit c'est l'humain le problème, c'est un peu comme si on disait c'est l'ado le problème. Et on fait quoi quand on dit ça? On le punit? On l'enferme? On le tape? Tous les gens qui ont eu des adolescents savent que cette méthode ne fonctionne pas. L'ado, il trouve toujours un moyen de contourner l'interdiction. Il a besoin de le faire. C'est un besoin vital. Pourtant, l'écologie telle qu'on la pratique depuis 30 ans, c'est une écologie de l'interdiction, une écologie punitive, une écologie qui vise à contraindre. C'est-à-dire que je vais t'interdire, toi que j'ai déclaré coupable, de faire telle ou telle action. Et en retour, qu'est-ce qu'on a? En retour, on a des mouvements très violents. Regardez ce qui se passe avec les agriculteurs, qui ont été accablés de normes, de contraintes, pour un bienfait environnemental. Ils montent sur Paris avec les tracteurs, on avait fait un pas en avant, on en fait 2 en arrière. Regardez les mouvements politiques aux États-Unis notamment, qui se développent, où on va même jusqu'à nier le changement climatique.
Donc cette méthode ne fonctionne pas. Chez Earthworm, nous, notre approche, c'est précisément le contraire. C'est de dire que personne n'est plus coupable que les autres. Nous tous, dans cette salle, sur cette planète, on est tous responsables. Que le président, le PDG de la grande firme de soda à la marque rouge et blanche, c'est pas un salaud. Pas plus que l'agriculteur qui met des pesticides sur ses champs. Pas plus d'ailleurs que l'écologiste militant qui s'enchaîne aux arbres pour empêcher la construction d'une autoroute. Qu'est-ce que fait un ver de terre? Dans le sol, il crée des galeries. Et ces galeries, elles sont faites pour faire coopérer les différents acteurs. Les bactéries, les champignons, les mycéliums, faire circuler l'eau, et en fait créer de la fertilité. Nous, c'est ce qu'on fait dans les sols, dans la société. On travaille dans les chaînes de valeur, du distributeur au producteur, à l'industriel, jusqu'à l'agriculteur, et on va faire en sorte que ces acteurs travaillent. Le ver de terre, il travaille avec la surface et la profondeur. Un monde où il y a de l'oxygène et un monde où il n'y en a pas. Et il fait en sorte que ces mondes qui sont apparemment éloignés arrivent à communiquer. Et c'est cette communication qui donne de la fertilité. Je voudrais vous citer deux exemples. Deux exemples qui montrent que ça marche. Le premier exemple, c'est le cas de l'huile de palme, dont vous avez certainement entendu parler une fois dans les médias ou autres. L'huile de palme, on regarde le sujet, c'est assez simple. Les Indonésiens déforestent la forêt primaire pour faire pousser l'huile du palmier à huile. Les multinationales achètent de l'huile de palme. Les méchants, c'est les multinationales, on va leur interdire d'acheter de l'huile de palme. Sauf que l'Indonésien, l'adolescent, il se rebelle, il dit « Mais attends, si tu fais ça, moi, je ne vais plus acheter tes Airbus. Je ne vais plus faire de commerce avec toi. » Ah, on voit que le problème est un peu plus complexe. Donc ce qu'on a fait, il y a 10 ans, c'est qu'on a mis ensemble autour de la table la multinationale, l'ONG activiste, le conglomérat indonésien qui déforestait, les gouvernements, les scientifiques. Et on s'est dit, mais comment est-ce qu'on pourrait trouver une méthode où on arriverait à protéger les zones de forêt les plus essentielles et puis développer de l'agriculture là où c'est possible. Cette méthode, elle est utilisée partout maintenant dans les certifications, dans les systèmes de durabilité et même dans la loi européenne qui va interdire ou prévenir la déforestation. Le résultat, c'est que le taux de déforestation en Indonésie, il a diminué de 90%. C'est pas nous qui avons fait ça, mais on a participé à un mouvement où la coopération s'est faite de manière fructueuse et fertile. En France, on a travaillé, et c'est le deuxième exemple, sur la thématique des sols et de l'agriculture. Et on s'est dit que le sol, c'est un bon point pour réunir les gens. Parce que quand le sol est en bonne santé, en fait, ça bénéficie à tout le monde. Un sol qui est en bonne santé, il va stocker de l'eau. Il va se comporter comme une éponge. Donc quand il pleut beaucoup, il va se remplir et ça va limiter les inondations. Les collectivités locales sont contentes. Quand il fait sec, le sol retient l'eau également. Et donc on va pouvoir continuer à produire et les cultures ne vont pas mourir. C'est bon pour l'agriculteur. Un sol sain, c'est un sol qui capte du carbone. Un sol sain, c'est des plantes qui sont en bonne santé. Et des plantes qui sont en bonne santé, c'est moins de pesticides. Donc finalement, le sol, c'est une bonne porte d'entrée pour résoudre notre crise environnementale. Mais c'est une porte d'entrée qui est positive, qui rassemble les gens. Et donc on a mis en œuvre cette initiative qui s'appelle Sol Vivant et qui aujourd'hui est en train de se développer avec plus de 10 entreprises agroalimentaires, 20 coopératives, 1000 agriculteurs. Et c'est le début seulement. Je voudrais vous dire une anecdote. L'un des présidents de ces grandes multinationales, une fois, je suis allé le voir, je lui ai dit, donc je lui explique le projet, et puis lui, il me dit, ouais, mais tu sais, Bastien, moi, je connais rien à l'agriculture. Moi, mon truc, c'est le commerce, c'est le marketing, et puis c'est un monde étranger, l'agriculture, pour moi. Est-ce qu'on pourrait reformer mon équipe? Donc on a formé toute son équipe, on l'a emmené sur le terrain, et donc ils ont changé leurs costumes pour des bottes, ils ont touché des vers de terre, ils ont parlé aux agriculteurs, ils leur ont posé des questions. Et il y a plein de choses qui se sont passées dans cet échange. Si j'étais venu le voir en lui disant « Toi, t'es vraiment un coupable, c'est à cause de toi que la planète est comme ça », jamais il se serait montré vulnérable. Il aurait hérissé les défenses, il m'aurait envoyé des avocats, et il ne se serait rien passé. Sinon que le fossé aurait grandi entre nous deux. Alors est-ce que les turbulences climatiques ne seraient pas simplement des turbulences de l'adolescence? L'adolescence de l'humain, qui est en pleine évolution, et dont nous sentons les hésitations, les turbulences, les tâtonnements.
Alors peut-être faudrait-il faire comme avec tous les adolescents, c'est-à-dire garder confiance en lui, lui pardonner ses errements, l'aimer, nous aimer tout simplement. En pratique, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on pose des questions. Parce que quand on pose des questions, on se rapproche les uns des autres. Ce qu'on fait, nous, au quotidien, dans l'organisation, c'est qu'on pose des questions. Dans des chaînes de valeur qui sont très éloignées, on a un acheteur et puis un fournisseur qui sont parfois dans des pays différents, sur des continents différents, dans des réalités différentes. D'où vient ma matière première? Qui l'a produite? Comment elle a été produite? Pourquoi elle a été produite comme ça? C'est en posant ces questions-là qu'on se rapproche, qu'on se tolère, qu'on se respecte, en se mettant dans les baskets de l'autre en quelque sorte. Et ça, tout le monde peut le faire. Quand on voit l'agriculteur qui pulvérise des pesticides dans le champ, on peut aller le voir, on peut lui parler. Et en fait, pour être souvent avec eux, ils meurent d'envie qu'on fasse ça. Ils meurent d'envie que les gens viennent leur parler en leur disant « Mais pourquoi tu travailles comme ça? C'est quoi ton métier ?» Alors peut-être, on pourra mûrir plus sereinement, sans nous opposer, sans nous détruire. Et ainsi, trouver le chemin de la sagesse, qui, lui, nous réconciliera avec notre mère nature. Merci.